Bonjour Pierre Avancé. Bonjour. Vous êtes le grand reporter à l'Humanité. Vous connaissez bien la région Proche-Orient, Liban, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Vous avez fait beaucoup de voyages. Malheureusement, Liban est revenu à l'actualité avec l'annonce de démission de Saad Hariri en Arabie Saoudite par intermédiaire de la télé de l'Arabie Saoudite. Et il y a une turbulence au Liban. Général Aoun, le président, n'accepte pas sa démission parce que ce n'est pas dans le bon forme. Et les autres amis de Saad Hariri également, ils réclament qu'il vienne au Liban pour dire qu'est-ce qui se cache derrière tous ces chamboulades politiques qui est créé. Alors, c'est assez étonnant ce qui s'est passé tout de même. On a un Premier ministre, donc Saad Hariri, Premier ministre libanais, qui, c'est vrai, il faut le rappeler, a la double nationalité, libanaise et saoudienne, qui fait une annonce à caractère extrêmement politique, non pas depuis sa capitale Beyrouth, mais depuis la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad, pour annoncer qu'il démissionnait de son poste de Premier ministre, ce qui a médusé l'ensemble des Libanais, y compris dans son propre camp, puisque personne ne s'attendait à ça, puisque la veille ou l'avant-veille même déjà, il faisait un certain nombre de déclarations qui laissaient entendre qu'il était sur des projets pour le pays, pour le Liban, et qu'il s'engageait là-dedans en tant que chef du gouvernement, en tant que Premier ministre. Donc c'est une nouvelle qui a surpris. Alors ça a surpris pour plusieurs raisons. Un, le fait qu'il démissionne comme ça, sans qu'aucun signe avant-coureur n'aurait pu prévoir cette démission. La deuxième chose, encore une fois, c'est qu'il l'est faite depuis une capitale étrangère, ce qui ne se fait jamais, sauf à considérer que c'est une histoire de coercition, et donc qu'il a fait cette déclaration sous le coup de pression, voire de menaces, des idées qui sont renforcées par le fait, par les déclarations même, vous l'avez rappelé, du président de la République libanaise, le général Michel Aoun, qui n'accepte pas cette démission dans la mesure où elle vient de l'extérieur, qui n'a pas pu rencontrer ce Premier ministre, donc pour l'instant il n'avalise pas du tout cette démission. Et la deuxième, c'est que même dans le camp de Saad Hariri, tout le monde se demande pourquoi il a fait ces déclarations d'aussi loin, et puis surtout, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas. Donc Saad Hariri est toujours là-bas, et les images qu'on a pu voir de ces déclarations montrent quelqu'un, alors que Saad Hariri n'est pas vieux du tout, montre quelqu'un des traits tirés, quelqu'un fatigué, prenant régulièrement un verre d'eau quand il parlait, donc qui témoignait soit d'une espèce d'appréhension de bouche sèche, soit de quelqu'un qui n'est pas complètement libre de ses mouvements. Donc tout ça a laissé supposer que Saad Hariri n'a peut-être pas décidé tout seul de cela. Il y a bruit aussi qu'ils disent que même peut-être qu'il est en résidence surveillée. Mais en même temps, il y a des contradictions. Il y a des ambassadeurs français et allemands, je pense, qui l'ont visité. Oui, alors on peut être en résidence surveillée et puis recevoir tout de même des visites. La résidence surveillée, le propre, c'est que ce n'est pas une prison et que dans le même temps, on n'est pas libre de ses mouvements et que les autorités qui détiennent la personne peuvent très bien accepter qu'il y ait une visite extérieure qui se fasse. Donc tout ça ne prouve pas grand-chose. Et les déclarations de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, ne sont pas très convaincantes non plus dans la mesure où il a asserti son propos sur le fait que Saad Hariri était libre de ses mouvements en disant « je pense que ». Donc quand on pense que, c'est qu'on n'en est pas vraiment sûr. Donc il ne l'affirme pas. Donc on voit aussi l'embarras d'ailleurs des autorités françaises dans cette affaire, puisque les autorités françaises, la France, est très impliquée au Liban et très impliquée aussi en Arabie Saoudite. Et vous dites que c'est étonnant parce que quand même, il était un Premier ministre approuvé même par Hezbollah. Ça veut dire, d'une manière ou l'autre, c'était Premier ministre de tous les Libanais. Oui, alors d'abord, il faut se rappeler ou savoir que le système libanais est un système confessionnel. C'est-à-dire que le poste de président de la République est dévolu à un chrétien maronite. C'est le général Aoun en ce moment. Le Premier ministre doit être de la communauté sunnite, c'est Saad Hariri, et le président du Parlement doit être de la communauté chiite, c'est M. Berry. C'est l'héritage de la France. C'est un peu l'héritage de la France, c'est aussi des accords un peu tarabiscotés, des accords de Taïf qui se trouvent d'ailleurs en Arabie Saoudite,
et qui n'a jamais permis de dépasser ce stade-là de représentation confessionnelle, dans la mesure où la contradiction est tellement forte. Ce sont des partis confessionnels, puisqu'à l'exception du Parti communiste libanais, l'ensemble des partis au Liban sont des partis confessionnels. Donc on demande à des partis confessionnels d'en finir avec la confessionnalité, c'est-à-dire en gros de se suicider. Donc c'est un peu, voilà, il y a une contradiction qui pourrait être évidemment dépassée en termes politiques, mais toujours est-il que Saad Hariri est maintenant Premier ministre après une crise qui a duré un bon moment. La première crise avait démarré pour le remplacement de Michel Sleiman, qui était le président de la République, où il y a eu beaucoup de tergiversations pour que Michel Aoun devienne. Et puis la deuxième, c'était pour la constitution de ce gouvernement, avec Saad Hariri à sa tête, qui a été acceptée, notamment, vous le rappelez, par le Hezbollah. Le Hezbollah qui est une force évidemment incontournable au Liban, incontournable politiquement, puisqu'il détient un certain nombre de députés. Le Hezbollah n'est pas simplement le seul représentant de la communauté chiite. Hein. Évidemment, il y a le mouvement Amal, dont il est issu le président du Parlement, Nabi Berri. Mais donc le Hezbollah, dans cette configuration, a accepté, y compris, de participer au gouvernement, puisque le Hezbollah à 2 ministres. Et c'est justement cette structure-là que certains dans la région ne veulent plus. Pourquoi ils ne les veulent plus? D'abord parce que je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où la bataille qui a été engagée contre Daesh, qui a impliqué un certain nombre d'acteurs dans toutes les contradictions possibles et dans des acteurs qui ne s'entendaient pas toujours sur la scène régionale, ça libère aujourd'hui un espace. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire ces espèces d'alliances pour combattre Daesh, dans la mesure où, même si on sait qu'il reste encore des queues de Daesh, même s'il y a beaucoup de choses à craindre encore, en tout cas, l'État islamique, tel qu'il s'était installé depuis 2014, et la prise de position de territoires entiers en Irak et en Syrie, ça, c'est en train de se terminer, donc ça ouvre de nouvelles options. Dans ces nouvelles options, évidemment, il y a la prééminence régionale. Et dans cette prééminence régionale, on trouve d'un côté l'Iran et d'un côté l'Arabie Saoudite. Cette prééminence... Pourquoi ces deux pays? D'abord ces deux pays parce qu'il y a quelque chose qui a lié l'acteur principal jusqu'en 2003 en Irak, c'était dans la région, c'était l'Irak. À partir du moment où le pouvoir baathiste irakien et Saddam Hussein tombe, il y a une place qui se libère, il y a un espace qui se libère, cet espace s'est libéré, et donc on a vu la confrontation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc ça arrange beaucoup certains de faire passer cette confrontation-là, qui est une confrontation de type hégémonique, économique et politique, de le faire passer simplement sur les fourches codines du confessionnel. Et donc on a là le récit qui est, ce sont des chiites contre des sunnites, c'est le croissant chiite, c'est l'Iran qui va aider des chiites au Yémen, ou qui va aider les chiites d'Arabie Saoudite, ou qui va aider les chiites du Bahreïn, et à l'inverse c'est l'Arabie Saoudite, protecteur des lieux saints, représentant des sunnites du monde entier, etc., etc. Et donc évidemment le Liban, avec son système confessionnel, est un système qu'on peut faire éclater assez facilement si les acteurs locaux ne sont pas suffisamment responsables et intelligents pour maintenir cette cohésion-là. Donc ce qui est en train d'essayer d'être fait, c'est ça. Il y a des impératifs qui ne sont pas simplement régionaux. Je le disais tout à l'heure, la France est très impliquée. Elle est très impliquée avec l'Arabie Saoudite. Par exemple, vu tout ce qui se passait en Syrie, il a été convenu que la France livrait des armes à l'armée libanaise, des armes qui étaient payées par l'Arabie Saoudite. Il se trouve maintenant que visiblement ces armes n'ont pas été livrées, mais qu'elles servent à l'Arabie Saoudite pour combattre au Yémen. Donc on voit déjà toutes les implications. Et puis évidemment, le Hezbollah libanais participe au combat en Syrie aux côtés de l'armée régulière syrienne et à côté d'un certain nombre de groupes iraniens. Et donc tout ça fait que ça transpire sur les relations régionales, et l'Arabie Saoudite va en finir avec cette situation-là. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas seule. On est obligé de faire le lien entre ce que dit l'Arabie Saoudite, les déclarations de Donald Trump qui refuse de reconnaître que l'Iran se conforme à l'accord qui a été passé sur le dossier nucléaire, et tout ça fait que il y a un rapprochement régional contre l'Iran et contre le Hezbollah qui réunit l'ensemble des pays du Golfe, le Qatar excepté pour l'instant, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, l'Égypte,
mais aussi Israël. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, et ce qui bat en brèche cette idée d'ordonnancement confessionnel, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de pays dits sunnites qui s'allient avec Israël en réalité, sous l'égide des États-Unis, pour combattre le Hezbollah et pour combattre l'Iran. Donc, la guerre contre Daesh étant en passe de se terminer, on peut se dire qu'aujourd'hui il y a une redisposition qui pourrait amener une nouvelle guerre au Moyen-Orient, une nouvelle guerre et donc, qui pourrait être menée par Israël, et plus les menaces saoudiennes, puisque l'Arabie Saoudite a déclaré que le Liban avait déclaré la guerre, et qui appelle ses ressortissants, comme le font les Émirats Arabes Unis, qui appellent leurs ressortissants à quitter le Liban. Donc il y a une tension très très forte qui est en train de s'installer. Le retour de Saïd Hariri pourrait peut-être changer un peu la donne, puisque maintenant il a laissé entendre que peut-être il allait rentrer et que peut-être il pourrait revenir sur sa démission. Il y a beaucoup de signaux, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer d'intervenir, je pense, pour calmer, parce que la déstabilisation peut être bien pour certains pays, mais mal pour d'autres. Il y a des intérêts, encore une fois, économiques, financiers très importants dans la région. Et donc, voilà, on est à ce stade-là aujourd'hui où tout peut basculer. Ce que vous dites, l'unité des forces sunnites, chrétiennes d'Amérique et juifs israéliens réunis contre l'Iran et Hezbollah, donc probablement le bras armé, ça va être Israël contre Liban, c'est ça? Ça peut être un combat d'Israël contre le Hezbollah. Ça peut prendre différentes formes aussi d'étouffement économique du Liban de la part de l'Arabie Saoudite. Ça peut prendre vraiment différentes formes. Ça peut être aussi une tentative d'agitation de certaines populations, de certaines communautés au Liban même. Peut très bien se passer des choses au nord du Liban, dans la ville de Tripoli, au Liban, donc pas Tripoli en Libye, où un certain nombre de factions se réclamant du sunnisme et étant vraiment très, très, très extrêmes, pourraient très bien être activées aussi pour déstabiliser d'abord le Liban, et évidemment sur toute la... Le but étant évidemment de casser la chaîne Hezbollah, Syrie, Iran. Et Irak. Alors, la question de l'Irak, c'est évidemment un petit peu plus compliqué, parce que d'abord parce que les Américains ils y sont, parce que les Américains ont un rôle là-bas, la vie politique est certainement un petit peu différente, et puis il y a beaucoup de choses en cours, parce que y compris dans les mouvements qui se réclament du chiisme en Irak, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, notamment pas simplement leur inféodation par rapport à Téhéran, mais aussi même sur la nature du régime qui devrait se mettre en place en Irak. Certains, c'est vrai qu'ils sont majoritaires dans ces groupes-là, veulent suivre l'exemple iranien du Velayat al-Faqih, c'est-à-dire la jurisprudence confession-religieuse, alors que d'autres, comme Moqtada al-Sadr, refusent ça, et il est soutenu là-dedans par le grand imam, l'ayatollah Ali Sistani, en Irak. Donc voilà, tout ça est très complexe. Il y a beaucoup de tensions aussi sur ces questions-là. Il y a beaucoup de rapports de force qui sont en train de se créer. Et on voit aussi qu'en Irak, tout peut arriver effectivement. On a vu avec le Kurdistan, on le voit ce qui s'est passé au Sinjar. On voit que tout n'est pas terminé. On voit qu'il y a des tensions qui sont très très fortes, y compris entre tous les groupes armés, parce que malheureusement dans cette région, il y a énormément d'armes, et des armes qui sont évidemment vendues notamment par les pays occidentaux et la France. Est-ce qu'on peut penser ou on peut dire que l'appel de Saad Hariri pour que je démissionne et tout ça, son effet n'est pas produit? Parce que peut-être il attendait que les gens descendent dans la rue, ils font une manifestation, ils créent une ambiance qui a poussé la Syrie à partir dans le temps de son père, promulgué de Rafik Hariri. Voilà. Est-ce que cet effet déjà n'est pas un échec aujourd'hui? Il y a quand même une déstabilisation. Donc on ne peut pas dire que ce soit, je ne sais pas jusqu'où il souhaitait aller. En tout cas, il y a une déstabilisation. En tout cas, ce qui se mettait en place avec une participation du Hezbollah au gouvernement, et donc un Hezbollah qui a un agenda national, même si effectivement les troupes du Hezbollah sont allées combattre en Syrie aux côtés du régime, mais ce qui était normal, puisqu'ils sont aidés aussi financièrement et militairement par le régime syrien, et aussi parce que la véritable résistance armée contre toute tentative d'Israël, c'est le Hezbollah. N'oublions pas quand même qu'en 2006,
Israël n'est pas arrivé à ses fins grâce aux combats menés notamment pour le Hezbollah, même si un certain nombre de factions libanaises, y compris les communistes libanais, s'étaient joints au combat contre l'invasion du Liban, du sud-Liban, par l'armée israélienne. Et donc l'armée israélienne avait subi un échec. C'était militaire, c'était assez clair. Donc il y a cette volonté-là. Or, les choses commençaient à fonctionner, plus ou moins bien, mais en tout cas ça commençait à fonctionner, et donc il s'agissait de déstabiliser, et évidemment ça repose la question de la participation du Hezbollah. Tout est fait pour pousser le Hezbollah et pour provoquer le Hezbollah, et je note quand même que les dernières déclarations de Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah, vont dans le sens de tempérer un petit peu les choses, et de ne pas répondre à la provocation, et de dire non, il faut construire des choses, parce qu'encore une fois, le Hezbollah a un agenda national et n'est pas du tout dupe de ce qui est en train de se passer dans la région et de qui est qui et qui fait quoi. Donc on peut penser que tout n'est pas dit. On attend l'arrivée de Saad Hariri au Liban pour voir la suite des événements. Et malheureusement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une prochaine guerre qui soit menée au Moyen-Orient si les choses continuent comme ça et si les acteurs internationaux n'interviennent pas comme il le faut. Donc je ne sais pas qui aujourd'hui y a intérêt. Je vois que la France essaie de modérer un peu les choses. Les États-Unis aussi, par rapport à ce qui s'est passé sur les déclarations de Hariri depuis Riyad, sont pas complètement sont très prudents et pas en phase. Et puis il y a aussi, notons-le quand même, il y a eu cette purge au sein du pouvoir saoudien très récemment. Mohammed bin Salman est en train de prendre les rênes avec l'accord de son père, le roi Salman. Et donc est en train de purger un peu la société saoudienne, peut-être pour faire baisser le poids des wahhabites, peut-être pour moderniser, en sachant que l'Arabie saoudite aujourd'hui économiquement est dans la crise, notamment à cause de la chute du prix du pétrole, et puis parce que le pétrole ne représente plus cette importance qu'elle pouvait avoir il y a 50 ou 60 ans ou 70 ans, et donc ils sont à la recherche aujourd'hui d'une nouvelle stabilité régionale et d'un poids, y compris vis-à-vis des États-Unis. Merci beaucoup Pierre Barbancé. Donc à bientôt pour analyser la suite de cet événement. Merci.